Le récit glaçant a commencé à circuler en silence, comme un murmure que personne ne voulait croire, jusqu'à ce qu'il explose sur la scène publique avec la force d'un coup de tonnerre. Le Kremlin laisse mourir ses propres soldats à Pokrovsk, et il le fait en plein jour. Ce qui semblait impossible même selon les standards de Moscou est finalement devenu la preuve la plus crue d'abandon militaire depuis le début de la guerre. Ce qui a déclenché cette avalanche fut l'histoire d'un seul homme, Vladimir Valerievitch Dulyaninov, commandant du célèbre mais délabré 6e régiment de tanks de la garde, qui est revenu de l'enfer pour révéler quelque chose que personne en Russie ne veut admettre. L'offensive de Poutine sur Pokrovsk n'est pas seulement devenue l'opération la plus sanglante du conflit. Elle s'est transformée en le piège parfait où la vie humaine a cessé de compter. Des milliers de soldats russes sont restés étendus sur cette terre ravagée, réduits à des chiffres que le Kremlin ne reconnaîtra jamais. Et, selon Dulyaninov, tout cela parce que Poutine n'essaie même pas de protéger les siens. C'est exactement là que commence ce récit qui, même dans sa crudité, semble impossible à croire. Pendant que les explosions faisaient trembler la terre, le commandant affirme avoir reçu un ordre qui l'a glacé. Il devait tuer 5 de ses propres hommes, des déserteurs qui refusaient de se lancer dans une mission suicide. Cet ordre, donné par des officiers qui semblaient plus intéressés à semer la terreur qu'à diriger une opération, marqua le début du chaos qui allait suivre. Dulyaninov a dit qu'il avait refusé. Qu'au lieu de leur tirer dessus, il les avait convaincus de rejoindre son unité. Mais ce qu'il avait imaginé comme un petit acte d'humanité s'est transformé en un cruel report de l'inévitable. Car à Pokrovsk, même ceux qui obéissent aux ordres du Kremlin sont condamnés à mourir. L'attaque a commencé sans blindés, sans appui, sans ravitaillement, sans rien qui ressemble à une opération militaire sérieuse. L'Ukraine a contre-attaqué, anéantissant ce qui restait de la formation russe. Et là, au milieu de la boue et du feu, Dulyaninov est tombé blessé, avec des éclats d'obus incrustés dans le corps et une jambe immobilisée. Un pays civilisé aurait envoyé une équipe de secours. La Russie l'a laissé pour compte. Pendant 6 jours, le commandant a rampé sur le champ de bataille avec d'autres soldats eux aussi abandonnés. Il n'avait pas de nourriture, il n'avait pas d'eau, il n'avait plus d'espoir. Il mâchait des pommes pourries trouvées parmi les ruines, arrachait des morceaux d'écorce pour tromper l'estomac et espérait qu'un drone ukrainien ne les repérerait pas. Dulyaninov lui-même a tout décrit dans une vidéo diffusée par Focus Online. Et il l'a dit avec des mots qui, encore aujourd'hui, font frissonner ceux qui les entendent. Il n'y a pas de nourriture, pas de boisson, rien. On mord juste dans des pommes. Avant ça, on mangeait de l'écorce. C'est une catastrophe totale. Cette confession n'a fait que confirmer ce que des experts militaires répètent depuis des mois. La Russie ne peut pas et ne veut pas ravitailler ses troupes. Non par manque de ressources, mais parce que le Kremlin n'est tout simplement pas disposé à investir dans ceux qu'il considère, selon eux, comme remplaçables. La situation est si absurde que certains soldats ont dû faire des quêtes entre eux pour acheter le strict minimum. Du gaz pour se chauffer, des couvertures pour dormir, des lampes torches, des piles, des vêtements. Et cela, pour une puissance nucléaire, est une honte que même la propagande d'État n'a pas réussi à maquiller. Mais même ce niveau de précarité pâlit devant ce qui a été entendu dans des appels interceptés par les services ukrainiens. Dans ceux-ci, des soldats russes désespérés avouent avoir fini par tuer des chiens errants pour ne pas mourir de faim. Dans l'un de ces enregistrements, un soldat a dit entre 2 sanglots « Il n'y a rien. Aujourd'hui, on a mangé un Yorkshire, un petit chien. Il ne reste plus rien d'autre. » Ainsi, le moral détruit et le corps déchiqueté, le commandant a continué à ramper jusqu'au jour où, au fond d'un petit bois, il a aperçu une position russe de la 24e brigade. Là, il a cru qu'on allait l'évacuer, qu'enfin quelqu'un se soucierait de lui. Mais il n'a trouvé qu'une indifférence absolue. Son unité l'avait déclaré disparu. Personne ne l'avait cherché, personne n'avait posé de questions, personne n'avait appelé. Le message qu'il a compris était clair. La Russie l'avait déjà considéré comme mort, et il n'y avait aucun intérêt à le ramener. Dans son témoignage ultérieur, il a lancé la phrase qui a le plus blessé le public russe. Les blessés, on ne les évacue pas, on ne les emmène nulle part. On les laisse simplement mourir. Et le pire, c'est qu'il n'exagérait pas. Des rapports d'hôpitaux militaires russes, divulgués plusieurs mois auparavant, indiquaient déjà que la majorité des blessés auraient pu être sauvés s'il y avait eu une véritable prise en charge médicale. Mais les évacuations prennent des heures, voire des jours, parce qu'il n'y a pas assez de véhicules blindés et parce que les drones ukrainiens dominent la zone.
Un rapport du renseignement britannique l'a résumé ainsi. L'absence d'évacuation immédiate augmente considérablement la probabilité de mort parmi les blessés russes. L'histoire du commandant ne s'arrête pas là, car Dulyaninov a également dénoncé que ses supérieurs obligèrent les troupes à verser des pots de vin déguisés en fonds de compagnie, entre 150 000 et 200 000 roubles par soldat, des paiements qui, selon lui, disparaissaient sans explication. Et ce n'est pas tout. Selon lui, ceux qui tentaient de dénoncer cette corruption étaient opportunément éliminés pendant les opérations, les assassinats internes étant déguisés en simples pertes au combat. La guerre a cessé d'être une opération militaire. Elle est devenue une machine d'extorsion et de sacrifice. Les pratiques que dénoncent les soldats russes à l'intérieur de Pokrovsk. Impossibilité de recevoir des aliments frais ou de l'eau potable. Ordre direct de tuer des camarades qui refusent d'avancer. Punition extrême consistant à être attaché à des arbres, sans eau ni nourriture. Utilisation de fosses couvertes de grilles comme cellules de torture improvisées. Mission suicide envoyée sans armes, sans appui et sans possibilité de retraite. Pendant ce temps, au front, l'hémorragie continuait. Pokrovsk avait déjà dépassé même Bakhmout, un autre cimetière massif où Moscou avait sacrifié des dizaines de milliers d'hommes pour capturer des ruines sans valeur stratégique. Le commandant Dulyaninov lui-même l'a dit avec une franchise brutale. C'est pire que Bakhmout. Ici, on envoie les jeunes directement à la mort. C'est une folie totale. Les chiffres le confirment. En seulement 10 mois, la Russie a perdu plus de 100 000 hommes à Pokrovsk, selon les analystes internationaux. Et Zelensky a annoncé que, rien qu'en octobre, 25 000 Russes sont morts dans cette direction. Pokrovsk est devenue la broyeuse humaine la plus destructrice du conflit. Et la main qui actionne cette machine est celle de Poutine lui-même. Les analystes militaires européens l'ont dit sans détour. Pour le Kremlin, chaque soldat n'est qu'une pièce jetable que l'on remplace par un autre recrue sans formation. Le problème, c'est qu'il n'y a plus assez de recrues, et ceux qui restent fuient. Même dans les prisons, où l'on recrutait des détenus pour des missions impossibles, il n'y a plus de volontaires. La machine humaine de Poutine est en train de se vider. Mais il y a quelque chose d'encore plus sombre derrière l'histoire de Dulyaninov. Le Kremlin n'abandonne pas seulement ses soldats, il les exécute quand ils désobéissent. Un rapport de The Guardian a révélé l'existence de centres de punition où les soldats sont battus pendant des jours, jetés dans des fosses métalliques, forcés à s'entretuer dans des combats de type gladiateur, envoyés en mission où la mort est garantie. Un soldat a décrit ces pratiques en disant « Il n'y avait pas le choix. Si on n'avançait pas, c'était eux qui nous tuaient. » Tout ce que Dulyaninov a vécu correspond parfaitement à ces rapports. Rien de ce qu'il a raconté n'est isolé. Rien de ce qu'il a dit n'a été exagéré. Même les soldats russes capturés par l'Ukraine répètent le même message. L'un d'eux, Mikhail Simdyankin, a fait une confession particulièrement dure. « Nous étions jetables. » Les commandants le disaient sans se cacher. Peu importait qui mourait. La logique du Kremlin est simple. Si un soldat ne peut plus marcher vers le front, il ne sert plus à rien. Et s'il ne sert plus à rien, on l'abandonne. Parfois littéralement. Parfois avec une mauvaise pratique médicale. Parfois d'une balle tirée par son propre supérieur. Signe qui prouve que la Russie a perdu le contrôle de sa propre armée. Mort massive par absence d'évacuation médicale. Troupes sans ravitaillement de base demandant de l'aide sur Internet. Recrues envoyées sans entraînement dans des zones minées. Exécutions internes documentées par des médias russes dissidents. Témoignages répétés d'abandon sur de multiples fronts. Plus les soldats parlent, plus le tableau devient clair. Poutine a transformé ses troupes en chair à canon pour une opération qui n'a aucun sens militaire. Pokrovsk, un point que peu de gens savaient replacer sur une carte auparavant, s'est transformé en trou noir qui dévore les jeunes, les ressources et le moral. Et tout indique que le pire n'est pas encore arrivé. Le nombre de morts continue d'augmenter. Les critiques internes s'intensifient. La pression internationale grandit. Le commandant Dulyaninov lui-même, après avoir survécu à ce cauchemar, a laissé une phrase finale qui s'est gravée dans tous les coins du débat mondial. À la Russie, ces hommes ne lui importent pas. Elle veut seulement continuer à les envoyer mourir. Et pendant que les chiffres continuent de grimper, le Kremlin agit comme si de rien n'était. Pokrovsk est devenu un sacrifice inutile. Une ruine que personne ne pourra reconstruire. Un symbole de l'abandon total. Et l'histoire de Dulyaninov n'est qu'une pièce supplémentaire de ce puzzle sinistre. Pendant ce temps,
Dans les postes de commandement avancés, les équipes de renseignement examinaient des images thermiques, écoutaient des interceptions chiffrées et comparaient des cartes qui semblaient se transformer toutes les heures. La situation était trop volatile, trop vaste pour être ignorée, et pourtant trop dangereuse pour être racontée telle qu'elle. À cette heure-là, la peur ne se mesurait plus en chiffres. Elle se mesurait en nombre, dans l'écho de chaînes d'approvisionnement brisées, dans l'attention des opérateurs qui savaient qu'une erreur pouvait déclencher une réponse d'ampleur incalculable. Il y avait des rumeurs de mouvements inhabituels à l'arrière-garde ennemie, mais personne ne pouvait rien confirmer. Pas de schéma, pas de logique prévisible. Seulement des fragments, des signaux et l'instinct de ceux qui passent des années à décrypter le chaos. Les drones de reconnaissance envoyaient des images qui semblaient sorties d'un film. Routes solitaires, véhicules calcinés, champs boueux traversés de traces récentes. La question était « de qui ?» Car la grande incertitude était de savoir si tout cela faisait partie d'un repli forcé ou le prélude d'un coup massif. La région vibrait de ce doute, comme si la Terre elle-même attendait un tir invisible. Pendant ce temps, à l'intérieur d'un bunker mobile, une lumière rouge clignotait sur un écran de communication. La transmission fraîchement interceptée affichait une phrase clé que les analystes reconnurent immédiatement. L'ennemi avait activé un protocole utilisé uniquement quand la pression devenait insoutenable. Cela signifiait que quelque chose s'était brisé de l'intérieur, mais on ne savait pas encore à quel point le dommage était profond. Et pourtant, personne ne baissait la garde. Parce que lorsqu'un adversaire commence à perdre sa stabilité, il peut aussi devenir plus agressif. Les troupes en première ligne reçurent un avertissement bref, presque glacial. Se tenir prêtes à toute manœuvre imprévisible. Certains soldats, jeunes, épuisés, couverts de boue, levèrent les yeux vers l'horizon sombre en essayant de distinguer des silhouettes parmi les éclairs lointains. Mais ils ne voyaient qu'un décor où la peur se mêlait à l'adrénaline. Ce fut alors qu'arriva la seule déclaration officielle de la nuit, transmise dans un message bref qui ne laissait aucune place à la spéculation. Nous ne reculerons pas d'un mètre, chaque secteur est sous contrôle opérationnel. Malgré les manœuvres de l'adversaire, nous conservons l'initiative. Personne ne savait si c'était entièrement vrai, mais la détermination dans la voix du porte-parole se répandit rapidement dans les canaux internes. Le moral remonta de quelques degrés, juste assez pour que les équipes reprennent leurs tâches les dents serrées, mais sans perdre leur concentration. Et pendant que le monde continuait de ne pas saisir l'ampleur de ce qui se passait, les cartes numériques se remplissaient de points rouges, de flèches croisées et de notes urgentes, parce que maintenant c'était clair. Ce qui arrivait ne serait pas une simple escalade, ce serait la phase la plus imprévisible, la plus intense et peut-être la plus décisive de toute la campagne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine depuis Europe d'Acier. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.